faire un bac S peut être quelque chose de très dangereux, voire complètement stupide si on a 4 de moyenne en SVT. Laissez-moi le temps de changer ça en quelques minutes chrono. Commençons par celle que beaucoup de personnes craignent, la géologie. Nous allons voir comment marche une zone de subduction et aussi qu'est-ce que c'est que quoi. Dis donc que qu'est-ce que c'est que ça, que c'est une zone de subduction. Tout ce que vous devrez savoir sur l'accrétion continentale pour le baccalauréat va suivre dans cette vidéo. Pour les autres qui sont dans les classes ES, L ou même si vous êtes dans l'étude supérieure, il est toujours bon de revenir un peu dessus et la culture générale c'est important. Enfin je crois. Parti 1. La lithosphère océanique pique une tête. La lithosphère, c'est une couche de pierre qui englobe notre planète. Lithosphère signifie littéralement sphère de pierre. Cette lithosphère est très rigide. La mécanique de la lithosphère océanique a été vue pendant le programme de première S. Ce programme sera sûrement rappelé dans la description. La lithosphère océanique ainsi créée à cette dorsale va s'avancer, 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 s'avancer. Au fur et à mesure de son avancée, la lithosphère océanique va se refroidir par un contact permanent avec l'eau. En se refroidissant, elle va durcir et se densifier. La lithosphère océanique va devenir tellement dense qu'elle sera plus dense que l'asténosphère qui se trouve en dessous. Si le moins dense est dessus et le plus dense est dessous, celui du dessus va essayer d'aller en dessous. Et en arrivant aux abords de la lithosphère continentale, la lithosphère océanique va passer dans l'asténosphère et tomber comme ceci. Là, il y a deux mots là. C'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Voilà. C'est un gros caillou, et il y a un autre caillou de la mer qui va dessous. Ne marquez surtout pas ça dans vos copies. Partie 2. Le métamorphisme de subduction. La lithosphère océanique est composée de gabbros, et ces gabbros vont être métamorphisés. Le métamorphisme est une modification de la structure et de la minéralogie d'une roche. Lorsque cette roche a été soumise à différents changements de température et de pression qui sont légèrement, voire énormément différents de ceux de sa création. En gros, on prend un caillou, on le fout dans l'eau, on l'appuie dessus, on le réchauffe, et tada! Un autre caillou. Encore une fois, n'écrivez pas ça dans vos copies. Donc revenons à nos gabbros. Nos gabbros se trouvent dans la lithosphère océanique et sont en contact permanent avec l'eau. Cette eau va pénétrer dans notre caillou et transformer ce gabbro en schiste vert. À retenir. Les schistes verts se trouvent juste avant la zone de subduction. À retenir aussi. En entrant dans la zone de subduction, les schistes verts vont se métamorphiser dû à un changement de pression, de température, bon, se métamorphiser quoi, pour devenir des schistes bleus. Les schistes bleus, au fur et à mesure de leur descente dans la zone de subduction, comme on a vu là, une descente, vont perdre leur eau et vont devenir des éclogites, toujours dû à des modifications métamorphisme. En gros, le parcours d'une pierre, ça fait gabbro, schiste vert, schiste bleu, éclogite. À retenir. Je crois que je vais arrêter de dire à retenir. Donc, plus on descend, plus il fait chaud, moins il y a d'eau, ce qui nous amène à la partie 3. Partie 3. Mais où qu'elle va l'eau? L'eau initialement présente dans les schistes verts n'est absolument pas présente dans les éclogites. Les éclogites sont une roche dite anhydre, sans eau. Donc la question légitime, où est passée toute cette eau? Et bien cette eau, dans sa descente, au niveau de la formation des éclogites, va se glisser dans le manteau supérieur de la croûte continentale. Ok? Le manteau supérieur de la lithosphère continentale est désormais hydraté. Il était à la base composé de péridotites, maintenant ce sont des péridotites hydratés. Cette péridotite hydratée va entrer en fusion partielle, c'est-à-dire qu'elle va fondre dû à la température ambiante du genre très chaud. Attention, une péridotite non hydratée ne peut pas entrer en fusion partielle à cette profondeur, c'est totalement impossible. Cette péridotite hydratée va donc devenir ce qu'on appelle communément un magma. Lors de sa remontée dans une cheminée volcanique, le magma va se coller à de la silice qui se présente sur les bords de la cheminée. Ceci c'est un carnet que j'utilise pour tricher. Lors de sa folle remontée, le magma va se nourrir en silice sur les parois des cheminées volcaniques. Les roches ainsi faites vont refroidir rapidement. Le magma va refroidir rapidement, créant des roches à structure microlithique, à retenir, comme l'andésite ou la rhyolite.
Le magma qui n'est pas remonté par la cheminée volcanique et qui est resté dans le manteau, et qui est juste remonté un peu plus haut, va refroidir lentement. On va avoir une structure grenue et non microlithique. Si c'est grenu, c'est pas microlithique, et si c'est microlithique, c'est pas grenu. Donc ce refroidissement lent va donner naissance à des granites. Toutes ces roches ont participé à l'accrétion continentale, qui consiste tout simplement à la création de la lithosphère continentale, quoi. Des cailloux, ça fait des plus gros cailloux quand ils sont tous ensemble. Et enfin, pour conclure... Partie 4 ! Les licornes ! En fait, j'avais très envie de dire licorne. Partie 5 ! Fin de vidéo! Bon voilà, j'ai essayé de résumer assez rapidement ce qu'on voit cette année sur l'accrétion continentale et la genèse du magma. Si vous n'avez pas trop compris en cours, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires ou me dire si je me suis trompé sur quelque chose. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Si vous avez une question sur un tout autre thème que je n'ai pas traité encore, posez-la moi dans les commentaires. J'essaierai peut-être même de faire une vidéo entière pour répondre à votre question. À venir sur cette chaîne, d'autres choses sur la SVT du bac S, ça peut toujours aider ceux qui en ont besoin. Et aussi d'autres petites cellules ou cellules... À venir aussi, je pense, une petite série sur plein de choses que vous ne devez sûrement pas savoir à propos de la biologie, qui peuvent toujours être intéressants à savoir. Et si vous avez des questions sur des choses... Bien, des choses... Allez, tchou! Enfin, ouais, tchuss en allemand, ça veut dire au revoir, pour ceux qui... Ouais, parce que j'ai pris allemand.